À 11h42, le 17 mars 1945, le soldat de première classe Eddie Voss était accroupi dans un cratère gelé, à l'extérieur de Remagen, en Allemagne, observant un semi-chenillé allemand ramper vers sa position à 40 mètres. Il n'avait aucune arme anti-char, ni bazooka, ni grenade. Seulement une pelle de tranchée rouillée, 5,5 mètres de câble de communication, et une idée qui lui vaudrait la cour martiale si elle échouait. Dans les 90 secondes suivantes, cette pelle allait mettre le semi-chenillé en pièces, tuer son équipage et déclencher une réaction en chaîne qui révolutionnerait les tactiques d'attaque de l'infanterie contre les véhicules sur 3 continents. Et pourtant, le nom d'Eddie ne figurait dans aucun manuel. Le moteur du semi-chenillé grondait de plus en plus près. 35 mètres, maintenant. Eddie ne bougea pas. Ses doigts restaient fermement enroulés autour du câble, attendant que sa modification fasse effet. 3 heures plus tôt, il était enfoui sous la neige, invisible, interdit, et sur le point de prouver que les armes les plus meurtrières naissent parfois des plus petites innovations. Eddie Voss avait grandi à Youngstown, dans l'Ohio, où son père travaillait dans les hauts fourneaux de Republic Steel. La famille Voss vivait dans une maison de la compagnie, sur Poland Avenue, où l'air avait toujours un goût de fer et où les fenêtres tremblaient lorsque les fours entraient en fusion. L'enfance d'Eddie s'était déroulée dans les cases industrielles, où il apprenait quels métaux se pliaient, lesquels se brisaient, quels alliages résistaient sous pression et lesquels éclataient. À 14 ans, il travaillait déjà l'été dans l'entreprise de récupération de son oncle, découpant des machines industrielles au chalumeau. Il avait appris à lire le métal comme d'autres lisent les livres, structure des grains, points de tension, schéma de rupture. Son oncle lui avait enseigné que les soudures les plus solides n'étaient pas toujours les plus belles, et que parfois, il fallait affaiblir un point précis pour provoquer exactement la rupture désirée. Eddie s'engagea en octobre 1943, 2 mois après son 18e anniversaire. Le recruteur lui promit les unités du génie de combat où ses compétences en métallurgie seraient utiles. À la place, il fut affecté à la 9e division d'infanterie comme simple fantassin, armé d'un M1 Garand et d'une pelle réglementaire qu'il reconnut immédiatement comme mal conçue. La pelle l'agaça dès le premier jour d'entraînement. La lame était trop épaisse, le tranchant trop émoussé, le manche trop court pour offrir un bon levier. Mais le règlement était le règlement, et un soldat de base ne redessinait pas l'équipement. En mars 1945, la compagnie d'Eddie combattait en Allemagne depuis 8 semaines. Ils avaient traversé le Rhin à Remagen le 7 mars, pénétrant sur un territoire que les Allemands avaient juré de défendre jusqu'au dernier homme. Les combats étaient rapprochés, brutaux, du porte-à-porte, là où les chars ne pouvaient pas manœuvrer et où l'artillerie ne pouvait pas frapper. Le vrai problème, c'étaient les semi-chenillés. Les SD.KV 251 Allemands patrouillaient dans les rues encombrées de décombres, équipés de mitrailleuses MG-42, transportant des escouades d'infanterie qui débarquaient pour encercler les positions américaines. Leur blindage résistait aux balles de fusil, mais il était assez mobile pour surgir de n'importe quelle ruelle. Ils apparaissaient soudainement, clouaient des sections entières sous le feu, puis disparaissaient avant que les équipes au bazooka ne puissent se mettre en position. Durant la première semaine après Remagen, le bataillon d'Eddie perdit 47 hommes à cause des embuscades de semi-chenillés. Il vit Tommy Brewster mourir le 9 mars. Brewster venait de Pittsburgh. Il parlait sans cesse de sa petite amie et gardait sa photo dans la doublure de son casque. Un semi-chenillé intercepta son escouade à un carrefour. La MG-42 ouvrit le feu à 55 mètres. Brewster reçut 3 balles dans la poitrine avant même d'avoir pu lever son arme. Eddie se trouvait à 9 mètres, plaqué contre un mur, totalement impuissant. Le 12 mars, ce fut le tour du sergent Jack O'Neill. O'Neill avait 32 ans, un vétéran pour l'infanterie. Il avait débarqué en Normandie, combattu en France, traversé la Belgique. Il savait ce qu'il faisait, mais le savoir n'arrête pas les balles. Le semi-chenillé surgit d'un angle de rue. O'Neill était à découvert. Il tenta de courir. La MG-42 le suivit pendant 4 secondes, 40 balles, et O'Neill s'effondra en morceaux. Eddie servait avec O'Neill depuis la Normandie. Ils avaient partagé des trous d'hommes en France, des rations glacées en Belgique et du whisky récupéré dans un dépôt de la Wehrmacht. O'Neill avait une femme à Boston et 2 filles qu'il n'avait jamais vues, car il était parti avant leur naissance. La doctrine anti-char du bataillon était simple. Les équipes au bazooka devaient engager les semi-chenillés à courte distance, de préférence sur les flancs. Le problème, c'est que les semi-chenillés ne coopéraient jamais. Ils se déplaçaient vite, attaquaient de façon imprévisible, et les équipes au bazooka étaient toujours ailleurs quand on en avait besoin. À la mi-mars, la compagnie d'Eddie ne comptait plus que 2 équipes opérationnelles de bazooka pour 96 hommes. Elles ne pouvaient pas être partout, ce qui signifiait que la plupart des sections n'avaient aucune solution lorsqu'un semi-chenillé apparaissait, si ce n'est se mettre à couvert et espérer qu'il parte.
Eddie comprenait le problème d'un point de vue mécanique. Le blindage frontal arrêtait les balles, le blindage latéral pouvait être percé par un bazooka, mais le bazooka avait besoin d'un angle de tir dégagé et d'une cible relativement immobile. Ce qu'il fallait à l'infanterie, c'était une arme capable de frapper le dessous vulnérable du véhicule sans exposer le tireur. Les mines étaient la solution évidente, mais les mines demandaient du temps, du soutien du génie, de l'armement. Le temps qu'on en pose une, le semi-chenillé était déjà ailleurs. Et de toute façon, les ingénieurs allemands déminaient les routes en permanence. Les mines étaient efficaces en défense, pas dans des combats urbains fluides. Le 15 mars, le peloton d'Eddie fut bloqué par un semi-chenillé pendant 40 minutes. Le véhicule était posté à 180 mètres dans la rue, sa MG-42 balayant le moindre mouvement. Le peloton n'avait ni bazooka, ni grenade capable d'atteindre cette distance. Aucune option. Ils durent attendre que le semi-chenillé manque de munitions et se retire. Le lieutenant entra dans une rage noire. On ne peut pas continuer à se faire clouer par un seul putain de véhicule. Où étaient les équipes bazooka? En train d'engager un autre semi-chenillé, 6 pâtés de maison plus loin, et frappa le mur de son poing. C'est inacceptable. Il nous faut une solution. Cette nuit-là, Eddie ne dormit pas. Il revoyait le visage d'O'Neill, entendait Brewster parler de sa petite amie. Comptait mentalement tous ceux qu'ils avaient perdus à cause de véhicules qu'ils ne pouvaient pas détruire. La doctrine ne fonctionnait pas. L'équipement était insuffisant. Et les hommes mouraient pendant que les officiers débattaient des procédures. Eddie n'avait jamais été doué pour obéir à des règles qu'il ne respectait pas. À Youngstown, il avait modifié les chalumeaux de son oncle malgré les réglages d'usine. Il avait redessiné les gabarits de l'atelier parce que les modèles standards gaspillaient trop de métal. Il avait appris très tôt que le manuel avait parfois tort. Il pensa aux semi-chenillés, à leurs faiblesses, aux outils dont ils disposaient réellement. Chaque fantassin portait une pelle. Chaque escouade avait du câble de communication pour les téléphones de campagne. Et Eddie savait exactement quelle force il fallait pour cisailler du métal si l'on frappait au bon angle, avec le bon levier. L'idée prit forme lentement, puis d'un seul coup. Si on ne pouvait pas placer une mine sous le semi-chenillé, alors peut-être pouvait-on faire passer le semi-chenillé au-dessus de quelque chose qui l'attaquerait par-dessous. S'il ne pouvait pas tirer un coup de bazooka, alors peut-être pouvait-il provoquer une défaillance mécanique capable de neutraliser ou de détruire le véhicule. S'il ne pouvait pas l'engager directement, peut-être pouvait-il amener le véhicule à se détruire lui-même. Eddie se redressa dans son sac de couchage. L'idée était insensée. Elle violait toutes les réglementations sur la modification du matériel. Si ça échouait, il risquait une sanction disciplinaire. Si ça fonctionnait mais tuait les mauvaises personnes, il risquait la cour martiale. Mais O'Neill était mort. Brewster était mort. 47 hommes étaient morts et les semi-chenillés continuaient d'arriver. Eddie prit sa décision. À 3h20 du matin, le 17 mars, Eddie se glissa hors du bâtiment où son peloton était cantonné. Il emportait sa pelle de tranchée, une bobine de fil de communication et une paire de pinces coupantes qu'il avait empruntées à la section transmission. Les rues de Ramigan étaient plongées dans l'obscurité, éclairées seulement par des incendies lointains et quelques fusées éclairantes occasionnelles. Eddie avançait prudemment, restant dans les ombres, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Un amas de gravats offrant une vue dégagée sur la rue et suffisamment de débris pour dissimuler son travail. Il s'agenouilla dans la terre gelée et se mit à l'ouvrage. D'abord, il examina la pelle. Modèle standard, poignée en forme de T, lame d'environ 15 sur 20 cm, en acier au carbone. La lame était émoussée, ce qui lui convenait parfaitement. Il n'avait pas besoin qu'elle soit tranchante. Il avait besoin qu'elle soit lourde et rigide. À l'aide des pinces, Eddie dénuda environ 5,5 mètres de fil de communication provenant d'un câble de téléphone de campagne endommagé. Le fil était en cuivre torsadé, conçu pour résister à la tension et conserver une certaine flexibilité. Surtout, il était assez solide pour supporter une contrainte importante sans se rompre. Les mains d'Eddie étaient déjà engourdies par le froid. Il travaillait autant au toucher qu'à la vue. Des milliers d'heures passées dans la case de son oncle guidaient ses doigts par la mémoire musculaire. Il fixa une extrémité du fil au manche de la pelle, l'enroulant 3 fois autour de la poignée en T et le torsadant solidement. Puis il déploya le fil sur toute sa longueur, le tendant à travers la rue à hauteur de cheville. À l'autre extrémité, il l'ancra à une poutre d'acier dépassant des gravats, mais pas par une simple attache. Il créa un nœud coulant muni d'un mécanisme de déclenchement. Lorsque la tension s'exercerait sur le fil, celui-ci se libérerait, permettant à la pelle de se mouvoir librement. La pelle, il l'enterra dans le tas de débris à un angle de 45 degrés, la lame orientée vers la rue, placée de manière à ce que,
Lorsque le fil se libérerait, elle bascule vers le haut et l'avant comme un pendule. Eddie testa l'angle à 3 reprises, ajustant la tension, calculant l'arc de trajectoire. Si un semi-chenillé heurtait le fil à 30 km à l'heure, le fil s'accrocherait au châssis du véhicule, se tendrait brusquement, puis libérerait la pelle. Celle-ci se propulserait vers le haut et frapperait le ventre du semi-chenillé au moment précis où l'élan du véhicule le ferait avancer. Le blindage inférieur du semi-chenillé ne faisait que 8 mm d'épaisseur, en acier doux, conçu uniquement pour stopper les tirs d'armes légères venant du sol. Mais une lame de pelle pesant près d'1 kilo, projetée au bout d'un arc de 5,5 mètres, propulsée par l'élan même du véhicule, frapperait avec environ 180 kg de force concentrée sur un bord de 15 cm. De quoi perforer un blindage mince. De quoi rompre les conduits de carburant, sectionner les câbles de freinage ou, si les calculs d'Eddie étaient justes, pénétrer jusque dans le compartiment de l'équipage. Il connaissait la physique. L'énergie cinétique égale un demi-produit de la masse par le carré de la vitesse. La vitesse serait fournie par le semi-chenillé. Le fil apporterait l'avantage mécanique. La pelle serait le perforateur. Eddie s'assit en arrière et observa son dispositif. Le fil était invisible dans l'obscurité, tendu à quelques centimètres au-dessus de la chaussée gelée. La pelle était totalement dissimulée sous les gravats. Pour quiconque passait, cela ne semblait être qu'un amas de débris de guerre parmi tant d'autres. Si cela fonctionnait, il aurait prouvé que l'infanterie pouvait détruire des véhicules blindés avec du matériel improvisé et quelques principes de physique élémentaire. Si cela échouait, il aurait gaspillé 3 heures et risqué de devoir répondre de la disparition de fils de communication. Si cela fonctionnait mais tuait des civils ou des forts amis, il risquait le peloton d'exécution. Eddie consulta sa montre. 4h15. Il travaillait depuis 55 minutes. Ses mains saignaient à cause des coupures du fil et ses doigts étaient complètement engourdis depuis 20 minutes déjà. Il sentait sa propre sueur malgré le froid, mêlée à l'odeur persistante de la cordite et des bâtiments en flammes. Il pensa à O'Neill, à Brewster, aux 47 noms qu'il avait entendus à l'appel, des hommes morts parce que les outils dont il disposait n'étaient pas adaptés aux menaces auxquelles il faisait face. Eddie se leva, rassembla son matériel et regagna la position de son peloton. Il ne dit mot à personne. Il n'y avait encore rien à dire. Soit cela fonctionnerait, soit non. Tout ce qu'il pouvait faire désormais, c'était attendre. À 11h30, le lieutenant rassembla le peloton. Rapport du renseignement, l'infanterie mécanisée allemande sonde nos positions. Attendez-vous à des semi-chenillés avec appui d'infanterie. 3e escouade, vous couvrez l'approche nord. 1re et 2e escouade, tenez ce pâté de maison. Les équipes bazooka sont affectées au secteur ouest. Ici, on se débrouille seul. L'estomac d'Eddie se noie. L'approche nord passait directement devant son piège. Le peloton se dispersa. Eddie prit position à une fenêtre du 2e étage donnant sur la rue. De là, il pouvait voir le fil s'il savait exactement où regarder. Pour tous les autres, il était invisible. 30 minutes passèrent. Les transmissions radio signalèrent d'abord un mouvement allemand à 3 pâtés de maison au nord, puis à 2. Ensuite, le bruit des moteurs diesel résonna dans les rues en ruine. À 11h42, le semi-chenillé apparut. Un SD.KV 251, variant Anomag, transportant une escouade de panzergrenadiers équipée d'une MG-42. Le véhicule avançait à environ 40 km à l'heure. Le chef de bord se tenait debout dans la trappe ouverte, scrutant les environs à la recherche de cibles. Eddie le regarda s'approcher. 40 mètres, 35. Ses mains tremblaient, mais il ne savait pas si c'était à cause du froid ou de l'adrénaline. Le semi-chenillé roulait sans ralentir. Le chef ne vit rien d'anormal. Et pourquoi l'aurait-il fait? Juste une rue de plus, encombrée de gravats, dans une autre ville allemande détruite. 30 mètres, l'esprit d'Eddie repassa une dernière fois tous les calculs. La force égale la masse multipliée par l'accélération. Le fil s'accrocherait. La pelle basculerait. Le blindage inférieur céderait. Ou bien le fil se romprait. Ou la pelle manquerait sa cible. Ou rien ne se produirait. Sinon qu'Eddie viendrait de révéler sa position pour rien. 25 mètres. Les roues avant du semi-chenillé franchirent le fil-piège. Pendant une fraction de seconde, rien ne se passa. Puis le fil s'accrocha au châssis, se tendit brusquement et résista. La tension monta de façon exponentielle, tandis que les 4 tonnes d'acier continuaient d'avancer. Puis le nœud coulant se libéra. La pelle jaillit vers le haut comme une arme de siège médiéval, lame en avant, projetée par 5,5 mètres de fil tendu et par 4 tonnes d'acier en mouvement. Elle frappa le ventre du semi-chenillé juste derrière l'essieu avant, exactement à l'endroit qu'Eddie avait calculé.
La lame transperça la plaque de blindage de 8 mm avec un bruit semblable à celui d'une cloche géante frappée de plein fouet. Le tranchant sectionna net la conduite de carburant qui courait sous le véhicule, puis poursuivit sa course vers le haut jusque dans le compartiment de l'équipage. Ce qui se produisit ensuite se déroula en moins de 2 secondes, mais serait analysé pendant des mois par les ingénieurs de l'armée. La conduite de carburant perforé projetait de l'essence directement sur le collecteur d'échappement brûlant du semi-chenillé. L'essence s'enflamma instantanément, créant une boule de feu qui engloutit la partie arrière du véhicule. Simultanément, la lame de la pelle, toujours propulsée vers le haut, frappa la conduite hydraulique des freins. Le liquide de frein sous pression se répandit dans les flammes, accélérant la combustion. Le conducteur du semi-chenillé, soudainement enflammé et ayant perdu toute pression de freinage, tira instinctivement le volant vers la droite. Le véhicule partit en glissade, son élan le projetant directement contre un mur de briques à environ 32 km/h. L'impact perfora le réservoir de carburant. L'explosion n'eut rien de spectaculaire à la manière hollywoodienne. Pas de gigantesque boule de feu. Pas de détonation secondaire, juste une violente et brève poussée de flammes et de pression qui souffla les panneaux latéraux du semi-chenillé et tua tous les occupants en moins de 3 secondes. Les panzergrenadiers dans le compartiment arrière n'eurent pas le temps de réagir. Le mitrailleur de la MG-42 fut éjecté mais atterrit dans le carburant en flammes. Le commandant, dans la tourelle, reçut toute la force de l'explosion et fut tué avant même que son corps ne touche le sol. Le semi-chenillé roula encore 4,5 mètres, désormais un crématorium mobile, avant que sa suspension endommagée ne s'effondre et que le véhicule ne s'affaisse sur le côté, brûlant violemment. Eddie fixa l'épave. Son piège avait fonctionné. Non, il avait dépassé toutes les prévisions. Il espérait seulement neutraliser le véhicule, peut-être forcer l'équipage à en sortir. À la place, il l'avait complètement détruit. 11 hommes étaient morts. 11 soldats ennemis. Oui, mais 11 êtres humains tout de même, encore en vie 3 secondes plus tôt. Eddie ne ressentit rien. Ni triomphe, ni culpabilité, juste une froide satisfaction mécanique. La physique avait fonctionné exactement comme prévu. La voix du lieutenant grésilla sur la radio. Contact nord. Semi-chenillé détruit. Cause inconnue. Eddie prit le micro. Sir, ici Voss. Je peux expliquer la cause. 30 minutes plus tard, Eddie se tenait devant le lieutenant Hay et le capitaine Riley, le commandant de compagnie. Le semi-chenillé en flammes était encore visible à travers la fenêtre, réduit maintenant à un châssis fumant. « Soldats, expliquez exactement ce que vous avez fait, » dit le capitaine Riley. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient durs. Eddie expliqua. Le fil, la pelle, les calculs, l'angle à 45 degrés, le nœud coulant, tout. Hay et Riley écoutèrent en silence. Quand Eddie eut terminé, Riley se tourna vers Hay. « Lieutenant, votre avis ?» Et regarda Eddie longuement. « Sir, le soldat Voss a violé les règles sur la modification de matériel. Il a créé un système d'armes non autorisé. Il n'a pas coordonné son action avec l'état-major avant d'utiliser une tactique expérimentale. » Riley hocha la tête. « C'est exact. Il a fait tout cela. » Il fit une pause. Mais il vient également de tuer 11 soldats ennemis et de détruire un véhicule blindé avec 5 mètres et demi de fil et une pelle. Sergent Kowalski. Non. Annulé. Sergent Davis, avons-nous plus de fils de communication? Un sergent près de la porte hocha la tête. Oui, monsieur. Il y en a suffisamment. Bien. Soldat Voss, vous allez enseigner à chaque homme de cette compagnie comment construire votre piège. Vous avez jusqu'à la tombée de la nuit. Des questions? Eddie sentit un soulagement le traverser. Non, monsieur. Libéré. Et Voss, ne modifiez plus aucun matériel sans l'accord préalable du lieutenant Hay. Compris? Oui, monsieur. Mais la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Le caporal Mike Alvarez observa le semi-chenillé brûlé et s'approcha d'Eddie alors qu'il quittait le poste de commandement. C'était vous, le piège au fil? Eddie acquiesça. Pouvez-vous me montrer comment fabriquer un? À 15 heures cet après-midi-là, Eddie avait déjà démontré le piège à la pelle à 23 soldats. Lors de la formation du soir, toute la compagnie était au courant. Le lendemain matin, des soldats d'autres compagnies posaient des questions. La technique se propagea comme le savoir utile se propage toujours en combat, de soldat à soldat, par conversation chuchotée, par démonstration pratique dans des moments calmes. Aucune documentation officielle, aucune approbation technique, juste Eddie montrant comment mesurer le fil, calculer l'angle et positionner la pelle pour un effet maximum. En 3 jours, la compagnie d'Eddie avait installé 47 pièges à pelle dans leur secteur. En une semaine, d'autres bataillons de la 9e division d'infanterie demandaient des détails.
La technique se propagea à la première division d'infanterie, puis au soutien d'infanterie de la 3e division blindée. Personne ne l'appelait le piège Voss. Les soldats parlaient simplement de truc à pelle ou du coup de fil que le gamin de l'Ohio avait trouvé. Le 23 mars, un autre semi-chenillé heurta un piège construit par le soldat James Whittaker, un fermier de l'Iowa ayant appris la technique auprès d'Eddie. La conduite de carburant se rompit, le véhicule prit feu et l'équipage sauta directement dans une position de mitrailleuse. Cet ennemi tué, véhicule détruit, aucune perte américaine. Le 25 mars, un véhicule blindé allemand ESO KFZ 234 heurta un piège près de Hanf. Le blindé était plus rapide et plus protégé qu'un semi-chenillé, mais la physique ne s'en préoccupait pas. La pelle pénétra le châssis, sectionna la liaison de direction et le véhicule percuta un bâtiment à 64 km/h. L'équipage survécut mais fut capturé. Le 28 mars, 3 semi-chenillés approchèrent d'un barrage tenu par des éléments de la 78e division d'infanterie. Les 3 touchèrent des pièges à pelle dans un intervalle de 30 secondes. 2 furent détruits immédiatement. Le 3e fut neutralisé et son équipage se rendit. L'infanterie américaine à travers tout le front de l'Ouest commença à installer ses pièges partout où les semi-chenillés pouvaient opérer. La technique ne nécessitait aucun équipement spécialisé, aucun soutien d'ingénierie, aucune munition, seulement du fil, une pelle et 30 minutes de travail. Les unités allemandes remarquèrent le changement. Hauptmann Klaus Fischer commandait une compagnie de panzergrenadiers opérant avec des semi-chenillés autour de Remagen depuis le 7 mars. Le 2 avril, il soumit un rapport à son quartier général de division. Les forces américaines utilisent une nouvelle tactique anti-véhicule. Des pièges à fil placés au niveau du sol, invisibles pour les commandants de véhicules, destinés à frapper le châssis. 3 de mes véhicules détruits cette semaine. Les équipages n'ont reçu aucun avertissement préalable. Recommande une révision tactique immédiate. Le rapport arriva jusqu'au quartier général de la Wehrmacht, où il fut classé et oublié. L'Allemagne s'effondrait. Les nouvelles tactiques américaines étaient le cadet de leurs soucis. Mais les conducteurs allemands comprirent le message. Les semi-chenillés commencèrent à circuler plus lentement dans les zones encombrées. Les commandants ordonnèrent à l'infanterie de nettoyer les routes avant l'avancée des véhicules. Les tactiques agressives et rapides qui avaient rendu les semi-chenillés si efficaces commencèrent à s'éroder, remplacées par la prudence. Le 8 avril, les services de renseignement américains interceptèrent des communications radio d'un bataillon mécanisé allemand. Avancée arrêtée. Piège à fil suspecté sur la route principale. Demande d'itinéraire alternatif. L'effet psychologique fut significatif. Les forces mécanisées allemandes, déjà étirées et à court de carburant, devaient maintenant craindre une menace invisible capable de détruire leurs véhicules sans avertissement. Les semi-chenillés qui avaient terrorisé l'infanterie américaine pendant des semaines craignaient désormais de circuler en zone urbaine. À la mi-avril, les rapports post-action de la 9e division d'infanterie montraient un changement spectaculaire dans les schémas de pertes. Dans les 2 semaines précédentes, grâce à l'improvisation d'Eddie, la division enregistrait en moyenne 7,3 pertes par jour lors d'engagements avec des semi-chenillés. Dans les 2 semaines suivantes, ce chiffre tomba à 1,8. La technique avait sauvé des vies. Les estimations prudentes suggéraient que les pièges à pelle avaient détruit ou neutralisé 37 véhicules blindés allemands entre le 17 mars et le 15 avril. Chaque véhicule détruit représentait environ 11 soldats ennemis tués, blessés ou capturés. Et plus important encore, cela représentait un engagement qui n'avait coûté aucune vie américaine. Le nom d'Eddie Voss n'apparaissait dans aucun rapport officiel. Le 12 avril, une voiture de commandement arriva au poste de la compagnie d'Eddie. Un colonel du quartier général de la division en descendit, accompagné de 2 officiers du génie. Le capitaine Riley les accueillit, et 15 minutes plus tard, Eddie fut convoqué. Le colonel était un homme grand, portant les insignes du génie, avec une mallette pleine de documents. Soldat Voss, je suis le colonel Hammond, officier du génie de division. Je dois vous poser quelques questions concernant une modification non autorisée de matériel. L'estomac d'Eddie se noua. C'était enfin là, la cour martiale qui l'attendait depuis le 17 mars. Oui, monsieur. Hammond ouvrit sa mallette et en sortit un lot de rapports. Ce sont des rapports post-action de 6 bataillons différents, tous décrivant un piège filet-pelle utilisé contre des forces mécanisées allemandes. Ces rapports suggèrent que vous avez développé cette technique. Est-ce exact? Oui, monsieur. Sans autorisation du personnel du génie? Oui, monsieur. Sans protocole de test ni évaluation de sécurité? Oui, monsieur. Hammond hocha lentement la tête, puis sortit un autre document.
Ceci est une analyse préliminaire du Army Ground Force Equipment Board. Ils ont examiné la technique et déterminé qu'elle est efficace, reproductible et impose un risque minimal aux forces amies lorsqu'elle est correctement employée. Il posa le document. Soldat Voss, vous avez créé un système d'armes à partir de matériaux de récupération qui a détruit 3 douzaines de véhicules ennemis et sauvé environ 200 vies américaines. Vous l'avez fait en violation d'environ 14 réglementations différentes concernant la modification de matériel, le développement d'armes non autorisées et l'absence de coordination avec les autorités compétentes. Eddie ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Hammond poursuivit. Le comité du génie a 3 options. Premièrement, vous passez en cour martiale pour ces violations. Deuxièmement, émettre un blâme officiel et ordonner l'arrêt de toute modification. Troisièmement, adopter officiellement votre technique comme doctrine standard et vous assigner à la formation des autres unités à son emploi. Il fit une pause. Le comité a choisi l'option 3. Avec effet immédiat, vous êtes réaffecté au quartier général de division pour développer le matériel pédagogique et assurer des sessions d'instruction pour les bataillons d'infanterie. Vous serez promu caporal et mis en affectation temporaire au service du génie. Des questions? Eddie cligna des yeux. Monsieur, je ne vais pas passer en cour martiale. Soldat? Oh, pardon, caporal. Hammond esquissa presque un sourire. Quand quelque chose fonctionne aussi bien, nous ne punissons pas l'homme qui l'a inventé. Nous volons son idée et prétendons l'avoir eue en premier. La documentation officielle stipulera que le personnel du génie de division a développé la technique sur la base d'observation de terrain. Votre nom n'apparaîtra nulle part. Vous formerez les troupes, puis retournerez dans votre unité. Clair? Oui, monsieur. Au cours des 3 semaines suivantes, Eddie enseigna la technique du piège à pelle à 17 bataillons différents. Il démontra la physique, montra aux soldats comment calculer les angles, expliqua l'importance de la tension du fil et des mécanismes de déclenchement. Il vit des jeunes fermiers et des ouvriers maîtriser la technique en 20 minutes, les voir améliorer son dispositif et observer l'innovation se répandre et évoluer. Un sergent du Tennessee découvrit comment utiliser 2 pelles et un fil croisé pour créer un système à double frappe. Un soldat du Michigan comprit qu'on pouvait utiliser le piège pour canaliser les véhicules vers des zones de destruction en plaçant de faux pièges, forçant les conducteurs à choisir certaines routes. Eddie intégra chaque amélioration dans sa formation. Au 1er mai, le piège à pelle était devenu doctrine standard dans 4 divisions d'infanterie. Le 8 mai, jour de la victoire en Europe, la technique s'était répandue aux unités préparant l'invasion du Japon. Le Army Ground Force Equipment Board publia le manuel technique TME 983 le 15 mai, intitulé « Obstacles antivéhicules improvisés, système de déclenchement par fil ». Le manuel faisait 43 pages, incluait des diagrammes détaillés et des calculs de force, et était classé « restreint » pour empêcher l'ennemi de développer des contre-mesures. Le nom d'Eddie Voss n'y apparaissait nulle part. L'introduction du manuel créditait l'ingénierie innovante des unités d'infanterie de terrain pour le développement de la technique. Une note mentionnait l'emploi initial par des éléments de la 9e division d'infanterie en mars 1945, sans attribution individuelle. Eddie s'en moquait. O'Neill et Brewster étaient toujours morts et aucun manuel au monde ne pourrait les ramener. Mais d'autres hommes étaient en vie grâce à une pelle et un fil, et cela suffisait. Le 20 mai, Eddie retourna dans sa compagnie d'infanterie. La guerre en Europe était terminée. Sa compagnie fut affectée à l'occupation d'une petite ville allemande dont il n'apprit jamais à prononcer le nom. Eddie Voss quitta l'armée en novembre 1945. Il prit le train pour Youngstown, franchit les portes de la maison familiale sur Poland Avenue et serra sa mère dans ses bras pendant 5 minutes sans dire un mot. Le lundi suivant, il retourna travailler dans le chantier de récupération de son oncle. Le travail était le même. Démonter des machines, trier le métal, calculer les points de tension et les modèles de fracture. Eddie trouvait cela rassurant. Le métal ne tirait pas sur vous. Les calculs ne tuaient personne. Il épousa Dorothy en 1947. Elle travaillait au Woolworths sur Federal Street et trouvait Eddie trop discret, mais avait un regard bienveillant. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une fille. Eddie leur enseigna à tous comment lire le métal, comprendre les forces et les angles, et résoudre des problèmes en pensant mécaniquement. Il ne parla jamais de la guerre. Quand ses fils demandaient son service, il répondait simplement « J'étais en Allemagne. Je suis rentré à la maison. C'est tout. » Quand des associations de vétérans l'invitaient à parler, il déclinait. Quand la VFW lui proposa d'adhérer, il payait sa cotisation, mais ne participait jamais aux réunions. Une fois par an, le 17 mars, Eddie recevait un appel de Mike Alvarez, le caporal qui avait appris le piège à pelle en 1945.
Il parlait 10 minutes de tout et de rien, la météo, la famille, le travail. La guerre n'était jamais évoquée, mais la date suffisait à tout dire. Eddie prit sa retraite du chantier de récupération en 1983. Il passa ses années à construire des meubles dans son garage, à apprendre à ses petits-enfants à souder et à regarder le football le dimanche après-midi. Il mourut le 3 octobre 1997 à 72 ans, des complications liées à l'emphysème. Sa nécrologie dans le Youngstown Vindicator comprenait 6 paragraphes. Le 3e mentionnait son service militaire. Monsieur Voss a servi dans la 9e division d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé à l'occupation de l'Allemagne. Aucune mention de ses innovations. Aucune mention des vies sauvées. Aucune mention des 37 véhicules détruits ni du manuel technique TME 9803. Lors de ses funérailles, Mike Alvarez est venu de Phoenix pour lui rendre hommage. Il est resté longtemps devant le cercueil d'Eddie, puis a dit à la veuve d'Eddie, « Votre mari a sauvé ma vie. Il a sauvé beaucoup de vies. Je voulais que vous le sachiez. » Dorothy le remercia, confuse. Eddie n'avait jamais mentionné avoir sauvé qui que ce soit. La technique du piège à filet pelle est restée dans la doctrine de l'armée américaine jusqu'à la guerre de Corée. Les manuels de formation publiés en 1952 incluaient encore des sections sur les systèmes de déclenchement par fil, bien que la technique fût alors considérée comme obsolète par rapport aux mines antichars modernes et aux lance-roquettes. Mais le principe survécut. Au Vietnam, les forces américaines adaptèrent le concept de déclenchement par fil pour cibler les camions du NVA sur la piste de Ho Chi Minh. En Irak, des insurgés utilisèrent des techniques similaires contre les véhicules américains jusqu'à ce que les technologies anti-ED rendent les pièces inefficaces. En Afghanistan, les combattants talibans employèrent des obstacles déclenchés par fil contre les convois logistiques. La physique ne change pas, un véhicule en mouvement, un fil caché, un frappeur resté positionné à l'angle correct. Les mathématiques restent les mêmes, que le véhicule soit un semi-chenillé allemand en 1945 ou un camion Toyota en 2015. En 2003, un historien militaire, le Dr Robert Kensington, effectuait des recherches sur le développement des armes improvisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il trouva des références à la technique du déclenchement par fil dans les rapports post-action et retraça la documentation jusqu'en mars 1945. En recoupant les listes d'unités avec les registres de pertes et les dossiers personnels, il identifia Eddie Voss comme probable créateur de la technique. Kensington tenta de contacter Eddie pour une interview et découvrit qu'Eddie était décédé 6 ans plus tôt. L'historien publia ses conclusions dans un article intitulé Grassroots Innovation, Enlisted Personnel and Tactical Development in World War II. L'article estimait que l'improvisation d'Eddie avait directement entraîné la destruction d'au moins 63 véhicules ennemis et avait sauvé entre 200 et 300 vies américaines par la prévention directe d'engagement et la dissuasion tactique. Personne à Youngstown ne lut l'article. Les enfants d'Eddie ignoraient que leur père discret et humble avait révolutionné les tactiques anti-véhicules. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en temps de guerre. Pas à travers les comités du Pentagone ou les conseils d'ingénierie ou les programmes de développement formel, bien que ceci ait leur place. Pas à travers des généraux émettant des directives ou des politiciens autorisant des budgets, même si cela compte aussi. Mais à travers un simple soldat de l'Ohio qui ne pouvait pas supporter de voir ses amis mourir. À travers un homme qui comprenait la physique, le métal et la mécanique de base. À travers quelqu'un qui observait les outils qu'il avait à disposition, pas ceux qu'il aurait souhaité avoir, et qui trouvait comment résoudre le problème devant lui. Eddie Voss ne reçut jamais de médaille. Il ne fit jamais de discours, n'assista à aucune réunion, ne raconta aucune histoire de guerre au VFW Hall. Il retourna à Youngstown, travailla dans un chantier de récupération, éleva sa famille et mourut sans reconnaissance. Mais quelque part, dans les archives de l'armée, le manuel technique TME 9803 existe toujours. La technique est encore enseignée sous forme modifiée aux ingénieurs de combat apprenant les obstacles improvisés. Le principe survit, et c'est la vraie victoire, pas les semi-chenillés détruits, ni les pertes ennemies, ni les innovations tactiques. La vraie victoire, c'est qu'un gamin issu d'une ville sidérurgique a regardé un problème impossible, a refusé de croire qu'il était insoluble et a sauvé des vies avec une pelle et un fil. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, merci de liker cette vidéo. Abonnez-vous pour rester connecté à ces histoires inédites. Laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez. Merci de préserver ces récits.